Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire organisé par la Charte de la diversité. Je suis Anne Deschanel, je suis la secrétaire générale de la Charte et je vais avoir le plaisir de passer une heure avec vous et nos invités pour échanger sur diversité et inclusion dans le monde d'après. Pendant que notre dernier invité se connecte, je tiens à valider avec vous quelques petits éléments techniques. Vos caméras et le son sont coupés. En revanche, nous pouvons tous discuter, hein, c'est des joies numériques. Donc, en haut à droite vient d'apparaître sur l'écran la fenêtre, le panneau d'options qui va vous permettre tout au long de notre manifestation de pouvoir réagir, déposer des commentaires et aussi de déposer des questions. Ces questions, ce que je vous propose, c'est qu'on pourrait du temps, un petit quart d'heure à la fin pour y répondre, de façon à ce que toute notre intervention puisse rester dans notre timing. Dernière précision que je voulais faire, nous sommes enregistrés, donc ce webinaire sera disponible en replay la semaine prochaine sur le site de la Charte. Voilà, ce dont nous voulons parler aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'inclusion et la diversité dans le monde d'après. Alors, si on se repositionne, je dirais, en début d'année, par exemple, lorsque nous avons fait le bilan diversité, notre monde, tout du moins notre monde diversité, était assez bien cadré. Quand je veux dire assez bien cadré, c'est qu'on avait des certitudes qui étaient assises, ma foi, sur tout ce que l'on avait pu faire en matière de diversité sur ces dernières années, avec des points très positifs. Un point très positif qui était l'intégration positive de la RSE, de la diversité dans la RSE, ce qui voulait dire que du coup, la diversité n'était plus une question, mais un sujet au cœur de la stratégie des entreprises, avec un point extrêmement positif qui était la maturité des pratiques diversité. Alors, on sait bien qu'il y avait encore de la route à faire dans la lutte contre les discriminations, mais ce qu'on avait observé sur ces dernières années, c'est une vraie maturité des pratiques de diversité. En témoigne par exemple le fait qu'on ne travaillait plus non seulement sur le recrutement, on allait chercher des talents à l'extérieur, on travaillait sur l'intégration, sur la gestion de carrière, on allait beaucoup plus sur les forums. Donc, tout témoin vraiment d'une pratique qui allait beaucoup plus vers l'égalité des chances et qui nous permettait de se dire qu'on allait aller de plus en plus vers l'inclusion. On avait à l'époque, toujours dans notre cadre d'action, un petit warning. Ce petit warning concernait la formation des managers. Les managers, on le sait, sont essentiels dans la mise en œuvre des politiques diversité. On a bien évidemment le top management, hein, le COMEX, qui donne le là, qui donne l'engagement, qui donne le cadre, mais au quotidien, on a les RH qui sont là, bien évidemment, pour accompagner, pour aider, pour sensibiliser. Et puis, on a le manager qui est en charge au quotidien de faire vivre les équipes, mais aussi de faire en sorte que cette diversité soit performante socialement et économiquement. Et on avait un petit point de vigilance sur cette formation puisque c'était les managers qui étaient les moins formés, les moins outillés. Donc, cadre de jeu, je dirais, en début 2020, avec les uns et les autres, énormément de projets diversité. Voilà, mois de mars, confinement, Covid, on est touchés tous, personnellement, d'abord, puis après sur un plan professionnel par cet épisode qui a profondément bouleversé, je pense, nos certitudes diversité, nos façons de travailler aussi. Et du coup, on se pose la question aujourd'hui, alors qu'on est presque à l'été, alors qu'on sait qu'on est en train de retravailler sur nos projets pour la rentrée, de qu'est-ce qui a vraiment changé, hein? Est-ce que notre appréhension de la diversité, est-ce que les politiques diversité que l'on va mettre en œuvre, est-ce que les outils que l'on va utiliser ont vraiment changé? Est-ce qu'ils sont très différents de ceux que l'on pouvait imaginer avant le Covid? Alors, pour tenter de répondre à ces questions, parce que je ne peux bien évidemment pas y répondre toute seule, hein, nous sommes deux, la Charte, Chloé et moi-même, j'ai proposé à 3 invités de nous rejoindre. 3 invités
une sociologue et 2 témoins d'entreprise. Donc, une sociologue, Yamina Mediani. Yamina est sociologue, chercheuse associée au Centre Émile Durkheim. Elle est spécialiste des sciences politiques et de la diversité dans le monde du travail, et ce depuis plusieurs années. Et ce qui est très, très intéressant aussi pour la charte, c'est que Yamina a travaillé à la fois en France, mais aussi à l'étranger, et elle est enseignante dans plusieurs universités. Après, nous avons sollicité 2 témoins acteurs d'entreprise pour avoir vraiment un regard croisé. Éric Dubré, associé fondateur et directeur des ressources humaines de Rexia, une entreprise lyonnaise, je pense qu'il vous la présentera en quelques mots tout à l'heure, et Genin Gerbet, directeur RSE du groupe Edenred. Donc, merci à tous les 3. Je vais maintenant vous céder la parole pour ces échanges. Alors, Yamina, ma première question s'adresse à vous. Avant d'entrer directement dans la diversité et le Covid, rentrer dans le vif du sujet, je pense que ce qui serait bien, c'est que vous nous représentiez en quelques mots vos travaux et votre approche scientifique. Yamina n'a pas branché son écouteur. Ce matin, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce matin, cette petite heure. Alors, la sociologie des discriminations et de l'égalité, de la diversité est un objet de recherche qui a émergé réellement depuis maintenant une vingtaine d'années et commence à devenir un champ d'études très riche, que ce soit en France ou à l'international. Et de manière générale, nous pourrions dire qu'il y a 2 grandes approches pour aborder ces questions dans le champ du travail. D'abord, un premier paradigme qui est celui du paradigme réaliste. Il est question d'analyser les problèmes d'inégalité, de diversité ou de discrimination comme fait social total qu'il s'agit d'objectiver et d'expliquer. Ce sont tous les travaux qui partent donc du postulat qu'il y a des phénomènes à mesurer et donc les outils statistiques permettraient de mettre à jour cette réalité. Le second paradigme est celui du paradigme constructiviste. On analyse là la discrimination ou la diversité comme un régime situé de description des inégalités et donc il s'agit d'analyser les modalités et les conséquences. On regarde là toutes les logiques organisationnelles, les conséquences telles que les plafonds de verre que vous connaissez, les expériences de discrimination, etc. Mes travaux scientifiques, moi, se situent dans une approche au croisement de ces 2 grands paradigmes. Ça fait donc 10 ans que je travaille maintenant sur ces questions et je cherche en réalité à comprendre comment les acteurs qui doivent prendre en charge les questions d'égalité et de diversité au travail gèrent cette responsabilité au quotidien. Car effectivement, les discriminations, c'est illégal, c'est mal, mais ça se pratique. Il est donc nécessaire d'inscrire le problème des discriminations ou la gestion de la diversité au travail dans un cadre qui est celui des pratiques des acteurs. Certes, parfois les discriminations peuvent être directes et intentionnelles, mais il y a toutes ces sortes de discriminations qui sont indirectes, non intentionnelles, dont l'usage en réalité repose sur des dilemmes. Gestion du turnover des équipes, diminution des coûts de la main-d'œuvre, anticipation de la productivité des équipes, gestion de la paix sociale dans certains territoires. Donc, je fais une sorte de sociologie des dilemmes en réalité, et pour moi, il est question de comprendre les bonnes raisons pour lesquelles, parfois, il y a inégalité de traitement. Je me focalise pour cela donc sur les pratiques de sélectivité, les logiques managériales de composition des collectifs de travail, pour mettre à jour le traitement des incertitudes des acteurs, de la diversité qui est aussi en réalité entre des principes de justice, des défis organisationnels du quotidien et les valeurs de l'entreprise. Je saisis donc le travail de l'égalité comme une épreuve qui permet de décrypter les effets performatifs des politiques de diversité et de restituer les usages de la diversité dans les organisations, non pas dans sa factualité, mais comme une construction participant en réalité à la réorganisation des relations professionnelles. Pour cela, je travaille à la fois dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, des grands groupes aux PME, TPE, mais aussi dans le champ des collectivités territoriales. Je compare donc
le secteur privé et public pour saisir en fait ce qui se différencie, ce qui se rassemble en termes de pratique des acteurs. Mais je puise également sur la comparaison internationale, Anne, vous l'avez dit, pour voir le lien entre les conceptions en réalité de justice sociale qui découlent des modèles d'intégration universaliste ou multiculturaliste et les actions de mise en œuvre dans le cadre de ces politiques de diversité. Comment je suis arrivée à être au croisement de ces deux grands paradigmes? C'est bien ma posture professionnelle et mon parcours personnel. Je me positionne au croisement en réalité de 3 espaces: la recherche, l'accompagnement à la construction de politiques de diversité et la formation professionnelle. C'est cette position en réalité qui me permet de saisir la complexité inhérente aux phénomènes de discrimination qui limitent la diversité ou qui permettent de la réaliser. Et ceci dépasse en réalité les référentiels dichotomiques moraux et juridiques, bien, mal, légal, illégal, par lequel en réalité nous avons l'habitude d'appréhender ces questions. Souvent, nous abordons la diversité, l'égalité comme une contrainte juridique ou une exigence morale. En réalité, c'est réellement une compétence, une soft skill, une ressource professionnelle qui permet de répondre à des problèmes au travail bien plus importants, notamment la performance économique des équipes, la santé au travail, la gestion de l'absentéisme et bien d'autres. Yamina, merci pour ce cadre, parce que ça va nous aider un petit peu à comprendre comment est-ce que vous avez pu analyser tout ce qui s'est passé au printemps. Ce qu'on a remarqué tous, et assez rapidement, le constat a été partagé. On a observé non pas l'émergence de nouvelles difficultés ou de l'apparition de nouveaux critères de diversité ou de nouveaux sujets de diversité, mais plutôt l'exacerbation de phénomènes que l'on connaissait déjà ou que l'on sentait poindre. Avec votre œil de chercheur, avec votre regard à la fois dans le monde de l'entreprise, mais aussi assis sur les bases académiques. Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous analysez la place qu'ont pu avoir les directeurs RSE et les directeurs diversité durant la période? Comment les politiques diversité ont résisté? Voilà. Comment est-ce que vous avez pu, vous, porter un regard un petit peu sur cette période? Alors, premièrement, je pense qu'il semble important en fait d'aborder d'abord la contextualisation du marché du travail pendant cette crise Covid. Et là, les rapports nous permettent de contextualiser en fait ce qui s'est passé sur le marché du travail durant cette crise sanitaire. J'ai envie de partager quelques chiffres clés rapidement avec vous. D'abord parce qu'on a tous entendu parler du chômage partiel. Depuis le 1er mars 2020, on a eu 1 283 000 demandes de chômage partiel qui ont été déposées pour 1 million 15 d'entreprises. 12,4 millions de salariés bénéficient à ce jour du chômage partiel, soit 300 000 de plus chaque semaine. Les petites entreprises sont celles qui sont le plus concernées en réalité par le chômage partiel. Parmi ces salariés, une large part travaille dans des entreprises de moins de 50 personnes et 33% dans des entreprises de plus de 250 personnes. Les secteurs les plus touchés par ce chômage partiel ont été ceux des activités de services spécialisés, scientifiques et techniques, 20% d'entre elles, du commerce, 16% d'entre elles, de la construction, 11%, et de l'hébergement et de la restauration à 9%. Quand on regarde géographiquement au niveau national, l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été les 2 régions qui comptent le plus de demandes de chômage partiel. Deuxièmement, face à cette situation inédite dans le monde du travail, on a pu constater un sentiment fort de demande d'égalité, mais pas forcément de lutte contre les discriminations. On est passé principalement par une promotion de la diversité qui est devenue une véritable catégorie, en fait, par laquelle les entreprises se sont outillées pour faire avancer l'égalité au travail, et ceci même à distance. Pourtant, on n'observe rien de nouveau dans la crise, pas de faits sociaux nouveaux, juste des problèmes sociaux au travail qui apparaissent désormais de manière plus exacerbée. Ils se révèlent au grand jour de manière plus lisible.
je dirais, on pointe du doigt des défis que l'on a du mal à traiter en entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années. J'aimerais vous en citer deux principalement. Le premier défi qui a émergé durant la crise, c'est bien celui de la segmentation du marché du travail. On a pu observer réellement, de manière plus lisible, toutes les répartitions en réalité inégales des rôles professionnels distincts entre les femmes, les hommes, les majoritaires, les minoritaires, les jeunes, les seniors, qui mettent en lumière le fait que ce sont toujours certains profils qui ont des tâches décisionnaires et d'autres qui ont des tâches opérationnelles, voire plus subalternes. Ceci se traduit notamment par une forte précarisation d'une tranche d'employés. On a vu une tranche de salariés sous-rémunérés, qui vivent avec des contrats précaires et qui continuent à travailler dans des conditions difficiles pendant cette crise. Le deuxième défi qui a émergé de manière plus lisible est celui de la gestion ethnique ou de la gestion genrée de la main-d'œuvre au travail. Les cas concrets auxquels on a pu assister durant cette crise sanitaire, c'est bien celui des femmes, par exemple caissières, des infirmiers ou des livreurs à vélo, des enseignantes, des corps de métiers féminins qui cumulent et qui ont cumulé dans une situation de télétravail des inégalités en fait liées à leur rôle genré, à la gestion du quotidien des enfants, l'école à la maison, les tâches ménagères, etc. Et donc à la prise en charge ou à l'augmentation de la charge mentale. Un autre exemple concret a été celui des travailleurs sociaux ou des employés du bâtiment qui ont continué à travailler pour certains dans des conditions assez difficiles. Troisième observation importante durant cette crise, c'est que les politiques de diversité elles-mêmes ont été plus ou moins à l'arrêt, sans pour autant démobiliser en réalité les acteurs qui les portent. Les entretiens que j'ai pu faire avec des responsables RSE, les chargés de mission handicap, etc. pendant cette crise nous révèlent deux éléments importants. D'une part, ils ont dû faire face à des injonctions urgentes. Certains professionnels se sont vus réquisitionnés sur d'autres missions, telles que la gestion du télétravail, l'organisation des réunions à distance, la demande de chômage partiel importante. Et d'autre part, ils partagent tous le sentiment de devoir prouver que la question de l'égalité et de la diversité peut être un réel levier pendant la crise. Il y a là un enjeu à reformuler, qui a été partagé par la plupart des interlocuteurs, de très rapidement reformuler en fait auprès de l'autorité hiérarchique des objectifs communs qui concernent directement le maintien des emplois. Quatrièmement, au-delà de tous ces défis, il y a une consistance quand même importante des actions et des leviers qui ont été mobilisés depuis des années sur le chantier, maintenant depuis 10 ans, auprès d'acteurs en fait, qui se caractérisent par une défense de principes juridiques, une défense de convictions politiques, de valeurs éthiques, au-delà de la simple cause de l'entreprise, ce qui m'amène à partager avec vous quelques observations suivantes pendant la crise. D'abord, le métier qui porte ces politiques de diversité, puisqu'il y en a plusieurs, est vraiment vécu de l'intérieur par les hommes et les femmes qui les portent. Les acteurs se sont mobilisés par une forte mobilisation pour sensibiliser en fait à distance via les réseaux sociaux. Cette mobilisation s'est faite notamment par les moyens suivants. D'abord, des partages de résultats sur les enquêtes internes et les diagnostics pour mettre à distance et réformer. Le commentaire des résultats concernant les enquêtes scientifiques, notamment pour susciter le passage entre l'univers, ce qu'on appelle des normes antidiscriminatoires, et celui du management. Et enfin, on a observé énormément d'interventions autour de journaux, de magazines, ne laissant place à la parole aux expertes femmes et aux minorités. Et on a pu voir des prises de position insistant sur la dimension civique de la question de l'égalité. Se dégage enfin durant cette crise une forte solidarité de la part des entreprises. Et ça, c'était un élément important à souligner, puisque de nombreuses structures, de nombreuses entreprises n'ont pas attendu l'intervention de l'État pour intervenir durant cette crise. Ils se sont mobilisés, beaucoup se sont mobilisés pour réquisitionner leurs salariés sur des tâches de répartition de fournitures alimentaires, pour soutenir le lien avec des publics vulnérables dans les territoires en difficulté, alors que depuis 15 ans, on ne cesse de parler d'une crise des solidarités ou d'un déclin des solidarités pour une préférence aux inégalités. Là, on voit un regain de solidarité dans le temps pour réduire les inégalités et c'est plutôt très positif et on peut être optimiste sur ce volet-là.
Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur l'analyse de la mobilisation des acteurs durant cette crise et ce qu'on peut observer en termes d'ajustement des politiques. Yamina, merci beaucoup. On est confronté aujourd'hui à de nombreux défis, notamment au défi du numérique. Et un des défis du numérique, c'est la sécurité des entreprises. Et c'est ce qui fait que, au final, Victor Genin ne pourra se connecter. Nous échangeons quasiment chaque jour avec Victor au téléphone. Mais là, pour le webinaire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, nous allons continuer notre table ronde, mais nous serons, vous, Eric et moi, seulement présents sur scène. Après ce petit interruption technique, je voudrais qu'on revienne. Merci beaucoup, Yamina, pour cette analyse sur recul, parce que nous, on était dans l'action, les directeurs diversité, les managers étaient dans l'action. On n'a pas nécessairement pris le temps d'analyser toutes les conséquences, de les regarder. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de se dire, puisque vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez de longue date sur ces sujets, vous êtes une experte de la diversité dans le monde professionnel. Est-ce que, d'ores et déjà, sur le long cours, vous aviez pu identifier des freins et surtout des leviers d'action sur la diversité? Alors, l'application des politiques de diversité, en réalité, pose différents enjeux, que ce soit à l'étape de la conception ou de la mise en œuvre. Le premier grand enjeu pour les acteurs professionnels dans ce champ est de dépasser certaines difficultés. Et le premier challenge, en réalité, le premier challenge qui existe réside dans le fait qu'il y a encore du chemin à faire pour que l'on passe d'une conception politique, ce qu'appelle Pierre Müller un référentiel, en un programme d'action transversale qui implique l'entreprise entière et non plus seulement le service qui en a la charge. De faire également autant d'actions à l'intérieur de l'organisation qu'à l'extérieur, c'est-à-dire la capacité de se regarder soi-même en tant qu'organisation, en termes de pratique, avant d'agir sur les prestataires ou sur les territoires. Donc le challenge ici réside à dépasser le niveau communicationnel, politique, qui est extrêmement important, et je pense que c'est un véritable acquis, à celui d'un outil de management réel, puisque la diversité est en réalité une catégorie managériale. En effet, la contrainte juridique de la lutte contre les discriminations a été construite en une catégorie managériale qui est celle de la diversité. Donc la diversité, c'est le fruit d'une requalification des anciennes politiques antidiscriminatoires d'entreprise, les injonctions en réalité juridique en matière d'égalité des chances, Equal Employment Opportunity, et de discrimination positive sont désormais désignées en réalité comme en termes de performance économique. On a beaucoup parlé de ce passage à un vocabulaire beaucoup plus positif pour dépasser une approche militante, une approche trop juridique, pour être dans une recherche d'une démarche stratégique, quelque chose vers laquelle on a vraiment réussi à aboutir, pensé comme un levier RH. Et pourtant, l'égalité et la lutte contre les discriminations, en tout cas la question de la diversité, est aujourd'hui toujours saisie, ou en tout cas est à saisir par le niveau managérial, comme une solution aux problèmes de dynamique d'équipe, d'intelligence collective, de renouvellement des pyramides des âges, des cultures d'entreprise. C'est vrai, puisque la diversité en fait demeure aujourd'hui à l'étape d'une idée de conception de valeurs nobles, voire d'imposition contraignante venant interférer des impératifs ordinaires de la production dans l'entreprise. Il y a un deuxième challenge qu'on observe dans la mise en œuvre des politiques de diversité, dans sa conception, c'est réellement la capacité à ne plus confondre la question de la discrimination positive et de l'action positive. Quand on observe les modèles multiculturalistes de nos pays voisins, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, on note de nombreuses actions de discrimination positive. Et en France, il demeure quand même une grande confusion entre action positive et discrimination positive. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous clarifier un peu cette différence parce qu'elle se trouve dans sa finalité. L'action positive correspond à la réduction des inégalités de départ en garantissant une compétition égalitaire, alors que la discrimination positive est une mobilisation de certains critères illégaux pour favoriser des groupes défavorisés ou des personnes issues de ces groupes défavorisés
en les désignant en tant que tels. Et donc, on observe réellement, hein, quand on est sur le terrain et quand on accompagne les acteurs, le paradoxe connu par ces acteurs. Beaucoup, parfois, font de la discrimination positive sans le savoir ou en étant contre l'idée d'en faire. Et j'aimerais vous donner un exemple. Par exemple, mettre en place un réseau de parrainage pour l'emploi pour certaines cibles, mais ensuite privilégier la candidature finale d'un candidat issu de la diversité parce que l'entreprise manque de ce type de profil est une discrimination positive en soi. Il y a un deuxième grand enjeu qui dépasse celui de la mise en œuvre des politiques de diversité, c'est celui de maîtriser les effets pervers des actions qu'on peut mettre en place. La prise de recul est extrêmement difficile quand on enclenche différentes actions sur les territoires ou au sein de l'organisation. Les enquêtes sociologiques nous permettent d'avoir ce recul. Et on observe différents effets négatifs, on va dire des effets boomerang, qu'il serait important de pouvoir essayer de prendre en charge. J'aimerais vous en citer quelques-uns pour en prendre connaissance, notamment d'abord le salto, de ce qu'on appelle le salto des stigmates, qui est connu notamment pour les femmes. C'est-à-dire que parfois on valorise certains profils de femmes pour leur appartenance à une société civile, pour leur proximité à certaines compétences, par exemple leur concrétude, leur capacité à être dans le concret. Le recrutement paritaire, par exemple dans les élections municipales ou voire européennes ou nationales, a participé à un renforcement des stéréotypes, à la fois par les attentes formulées par les têtes de liste à l'égard des femmes recrutées, mais aussi par le profil des femmes qui étaient classées en position éligible. Donc, parfois, on peut valoriser des compétences, mais le stigmate peut se retourner. On pense également à ce qu'on appelle l'ethnicisation des compétences. Et là, on parle plutôt des actions qui sont notamment en direction des jeunes adultes issus des quartiers politiques de la ville ou de minorités ethniques, où là, on leur attribue des compétences exclusives. C'est notamment le cas dans des entreprises qui embauchent énormément d'agents de sécurité, où là, on attribue des compétences comme la capacité à ne pas avoir peur, à avoir une forme d'autorité qui irait de soi. Ou dans le domaine du social avec les éducateurs, où là, on attribue des compétences aussi spécifiques sur certains profils de femmes issues de la diversité qui auraient la capacité de développer une attitude compréhensive, un capital de compréhension. Et donc là, on voit qu'on renferme en réalité des individus, des profils d'individus dans certaines compétences. Enfin, le dernier effet boomerang, c'est celui parfois des quotas, ce que j'appelle les quotas invisibles, où là, on observe qu'il existe au niveau local parfois des processus de comptabilité qui sont invisibles, destinés réellement à rendre visibles des profils de personnes. C'est un système de quotas qui est conçu comme une action volontaire qui est créée et venue d'en bas des équipes afin de garantir une représentativité ou une représentation significative des catégories visées dans le recrutement. On ne parle pas de quota qui est celui des parités hommes-femmes, qui est imposé par le haut, mais c'est une initiative dont le niveau de conformité n'est pas déclaré, qui n'est pas sanctionné en cas d'échec du système de représentation proportionnelle. C'est un taux minimal qui est recherché, mais qui n'est jamais défini de manière concrète et lisible. Notamment, les quotas invisibles existent pour la diversité, par exemple, ce qu'on appelle la diversité des origines dans certaines équipes. Donc voilà, je pense qu'il y a différents freins. Ce sont bien la capacité à dépasser ces enjeux au niveau managérial et au niveau de la prise en compte en fait en amont des effets qui ne sont pas forcément escomptés au départ. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de nous tourner vers nos témoins entreprises. Ce que je me dis, c'est qu'afin que vous ne soyez pas privés de ce que des bonnes pratiques qu'a pu mettre Edenred en cours pendant le Covid, de la façon dont une grande entreprise internationale implantée dans plus de 50 pays a continué à gérer la diversité, à
continuer à mettre en œuvre des actions de diversité. J'ai proposé à Victor Genin, qui n'a pas pu se connecter ce matin, de faire un petit article que vous retrouverez à la fois sur le site de la charte et puis dans le LinkedIn très prochainement. Comme ça, on pourra tous confronter l'ensemble de ces perceptions. Du coup, Eric, je vais vous tendre tout de suite la parole. Eric, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous redonner le contexte de votre entreprise, hein, et nous dire également, est-ce que vous partagez les constats de Yamina, hein, sur la place de la diversité durant le Covid? Comment est-ce que vous avez pu gérer ces sujets durant la période? Et qu'est-ce que, de votre côté, vous avez pu mettre en place? Très bien. Bonjour, donc Éric Jabret. Donc nous, on est une société d'ingénierie industrielle. Pour être très clair, pour ceux qui ne sont pas au fait de ce type d'entreprise, on met à disposition des ingénieurs, des techniciens dans le milieu industriel sur des projets d'entreprise. Donc, on a deux grandes catégories de salariés chez Rexia, tous ceux qui vont chez nos clients. Et pour l'activité même de Rexia, on a ce qu'on appelle des commerciaux, des chargés d'affaires, c'est plutôt le terme employé dans notre profession, et une équipe de recrutement qui s'occupe de rencontrer justement des candidats potentiels que l'on pourrait placer chez des clients lorsqu'on n'a pas la ressource en interne, avec l'objectif de l'internaliser. Notre société a une particularité un peu moins fréquente dans notre domaine, c'est qu'elle a été créée par d'anciens consultants et pas par d'anciens commerciaux, ce qui nous a amené en fait à réfléchir fortement sur notre politique RH et la façon dont on voulait mettre en place les choses, puisqu'on avait constaté des écueils lorsqu'on était nous-mêmes consultants et on a une volonté de faire différemment. On a d'ailleurs signé la charte de la diversité, on a été créé en 2012, on l'a signé en 2014 assez rapidement. On en a eu connaissance par une de nos salariés. Donc vous voyez, c'était plutôt intéressant. On a une volonté en fait de maintenir les personnes qui ont une expérience dans notre activité. Alors ça peut paraître surprenant comme ça, il faut savoir que dans le domaine de la prestation, la moyenne d'âge, y compris d'entreprises qui sont importantes, est plutôt de 29-30 ans. Là où nous, on a une moyenne d'âge à 35 ans. Et le principal défi, c'est justement de permettre à des personnes qui, finalement, vers cet âge de 30 ans, construisent une vie de famille, commencent à se poser en fait sur des lieux où ils veulent s'investir sur leur vie personnelle davantage, je vais le dire. Parce que ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, eh bien, c'est une partie de ces personnes quittaient le métier de la prestation intellectuelle, non pas parce qu'ils avaient envie de changer, mais parce que les conditions de travail de cette vie-là faisaient qu'elles n'étaient plus compatibles avec leur vie de famille. Et nous, on a volontairement voulu chercher un travail qui permettait l'équilibre vie perso, vie pro, pour garder nos salariés et apporter à nos clients des personnes qui avaient une expérience et des compétences qui étaient plus expérimentées, pour faire simple. Donc, alors c'est d'où notre âge un peu plus, notre moyenne d'âge un peu plus importante, mais c'est aussi un vrai défi puisque même si on a régionalisé notre intervention, il reste quand même des déplacements et c'est jamais facile pour ceux qui ont des enfants, ils le savent bien. De la même façon, pour nous commercialement, l'enjeu du coup, c'est d'essayer de placer au maximum les gens autour de la métropole dans laquelle ils habitent. Et les missions, malheureusement, liées à leur profil ne sont pas toujours là-dessus. Donc, c'est un défi permanent, c'est quelque chose qui n'est pas facile à maintenir parce qu'on a des contradictions, comme le disait tout à l'heure Yasmina, on a des injonctions naturelles qui se font. Vous avez un commercial qui se pose la question de lui de son variable déjà, et puis simplement de replacer en fait des collaborateurs chez des missions, chez des clients. Et vous avez derrière les contreparties de la vie de famille qui font que non, je ne peux pas me déplacer tous les matins à 1 heure de route de l'endroit où j'habite. Donc, toute la difficulté, c'est d'être en permanence à lutter contre une discrimination naturelle qui se met en place de façon insidieuse, y compris avec des personnes, puisque c'est le cas dans les gens qu'on a rencontrés chez Rexia, qui ont une vraie volonté de ne pas discriminer. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu constater avec cette mise en place de la diversité chez Rexia et cette volonté de ne pas faire de discrimination à l'embauche comme ensuite à la vie de travail chez Rexia,
c'est que en fait, la discrimination ne se pose pas en disant je ne suis pas d'accord, je considère, je ne sais pas, que les femmes devraient être traitées différemment que les hommes, etc. On n'a pas de position de ce fait. En fait, on a plutôt ce que Yasmina a expliqué, des injonctions de la vie de travail qui viennent perturber et challenger en permanence notre lutte contre les discriminations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert parce qu'on pensait en fait qu'il suffisait d'être dynamique, volontaire et impliqué sur ce domaine-là pour que ça se passe tout seul. Et en fait, c'est bien plus complexe en termes de relations que tout ça. On a une volonté aussi d'avoir un équilibre des effectifs femmes et hommes chez Rexia. Alors, avec même alors, du coup, je reprends le terme qu'a dit Yasmina également. Je pensais pas faire de la discrimination positive, mais parce que effectivement, je fais partie des personnes qui veulent pas forcément aller dans ce sens-là, comme elle l'a expliqué. Je suis plutôt pour l'absence de discrimination qu'une discrimination positive. Pour autant, je me rends compte que, par exemple, quand je dois renforcer mon équipe RH qui est principalement féminine, je me pose toujours la question si pour une fois, je pouvais pas avoir un homme qui intégrerait l'équipe RH. Et à l'inverse, quand je dois renforcer l'équipe commerciale qui est plutôt à dominante masculine, je me pose la question de savoir si je pourrais pas pour une fois avoir une femme qui vient dessus. Donc on voit bien que même ce questionnement-là revient là-dessus, alors que je me pose toujours la question de ne pas forcément favoriser une catégorie ou une autre. Pour finir la présentation de la société et ses difficultés, on a une difficulté supplémentaire nous concernant pour les consultants, c'est que c'est des consultants qui sont proposés à nos clients, mais au final, c'est nos clients qui choisissent les personnes qui vont travailler avec eux. Et certains clients peuvent nous exprimer parfois des choix discriminants sur lesquels on ne souhaite pas forcément répondre, mais pour lesquels on doit trouver un moyen de travailler avec eux pour que ces propos on va dire, de volonté, de profil là-dessus, ne nous amène pas à faire de la discrimination. Et là encore, on rentre dans des contradictions entre un commercial qui dit ben moi, j'ai une compétence, j'ai des compétences que j'allais chercher, on m'a demandé un homme, et du coup, je vais aller chercher que des hommes. Et c'est là où on revient en permanence, en particulier avec l'équipe RH, pour expliquer que ça vaut le coup quand même de lui présenter des profils dans lesquels n'apparaissent pas le fait que c'est un homme ou une femme, n'apparaissent pas l'âge de la personne, n'apparaissent pas différentes choses. On n'envoie jamais de CV. Hein. D'abord, c'est pas une pratique. On n'envoie plutôt que des dossiers de compétences et dans lesquels on ne parle que des compétences. La personne, les gens ne connaissent pas quelles sont. Du coup, si je reviens un petit peu pour pas trop m'écarter des questions, la difficulté pendant cette période de Covid, si je me trompe pas sur la question qui était posée. Nous, on a vu également des discriminations apparaître sur cette période-là. Donc, la première chose, en fait, très clairement pour notre personnel, ça a été, on a été proactif d'une seule journée, mais dès le lundi 16, avant le discours du président de la République, nous, on a demandé à tous nos salariés de rester chez eux. Donc, il s'est avéré que le soir même, et donc le lendemain, le confinement était annoncé. Mais nous, on souhaitait, on a mené une politique proactive de demander aux gens de rester chez eux parce que justement, on se posait la question de la sécurisation de l'ensemble de nos salariés. C'était pas un choix facile hein, parce que ça pouvait nous faire perdre des missions et des clients, mais c'est quelque chose qu'on a fait de façon proactive et en particulier parce qu'on a entendu des tensions liées à la situation, toutes les peurs que ça pouvait lier. Et dans les discriminations qui ont pu apparaître, parce qu'il y en a eu quand même, on a vu justement parmi nos salariés et ceux qui étaient chez nos clients en particulier, la difficulté pour certains de pouvoir faire du télétravail. C'est-à-dire que vous aviez des personnes qui se retrouvaient en chômage partiel avec les pertes financières associées et toute la représentation que ça pouvait créer chez eux de se retrouver en chômage partiel, contre d'autres salariés qui, de par leur mission chez nos clients, de par leur poste, de par leur qualification, eux, par contre, pouvaient maintenir du télétravail à la maison. Alors, je reviendrai après sur l'autre aspect du télétravail, mais en tout cas, cette première discrimination nous a amené aussi des tensions, avec des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi elles étaient obligées finalement de subir du chômage partiel pendant que pouvaient continuer à travailler et à fonctionner avec. Donc, ça a été un équilibre assez difficile là-dessus. Et du coup, on a demandé à l'ensemble des managers
de mettre en place une vigilance particulière, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'appeler systématiquement 100% des salariés de l'entreprise au moins une fois par semaine et plus s'ils sentaient que c'était nécessaire, pour justement essayer de prendre en compte toutes ces peurs et ces difficultés, pour s'assurer que tout se passait au mieux et qu'on n'ait pas de personnes qui finalement s'isolent ou se renferment sur elles-mêmes. Et on a essayé, je dirais, d'avoir une intention et une véritable bienveillance pour l'ensemble de ces contraintes avec nos salariés. Pour autant, avec toute la difficulté de dire, pour autant, vous ne pouvez pas télétravailler, votre poste ne le permet pas. Donc, la bienveillance n'était pas sur le fait de changer ce qui leur arrivait, mais bien de prendre en compte et de les écouter. Chez Rexia, je pense pouvoir dire sans difficulté qu'aujourd'hui, on a mis en place une façon de communiquer entre la direction, les managers et l'ensemble des salariés, où les personnes se sentent vraiment libres de parler et de parler de leurs difficultés. Et par exemple, un exemple très marquant lié au Covid, on a donc dans des couples des personnes qui se sont retrouvées à devoir gérer leurs enfants, donc être cette fois-ci en chômage partiel pour garde d'enfants. Et dans ces couples, on a des hommes et des femmes, les deux ne travaillant pas pour notre société, donc l'un ou l'autre étant dans notre société, l'autre ne l'étant pas, et où la question justement de qui se mettait en chômage partiel pour garde d'enfants s'est posée. C'est-à-dire que on avait clairement des personnes qui se sont posé la question de savoir si finalement c'était la femme ou l'homme du couple qui allait se mettre là-dessus. Et nous, on a clairement accompagné le fait que on n'avait aucune difficulté pour que les hommes se mettent en chômage partiel, bien au contraire. Et on trouvait plutôt intéressant que ils arrivent à travailler sur le fait qu'on ait une répartition du travail, puisqu'en fait, si on peut faire du télétravail, le but c'est de maintenir l'activité, mais qu'on ait plutôt une répartition des tâches de ce point de vue-là, et qu'on n'ait pas un privilège des hommes face à ce télétravail, qui se retrouvaient, eux, à travailler pendant que leur conjointe, elle, se retrouvait à s'occuper des enfants. Ça a été clairement remonté directement du coup par nos salariés féminines qui nous ont exposé le fait qu'elles pouvaient du coup continuer à télétravailler, ne pas planter leurs clients lorsqu'elles étaient engagées à donner certains livrables, par exemple, et du coup à pouvoir mettre en place le fait que les hommes qui travaillaient chez nous, nous, on acceptait le fait qu'ils soient en chômage partiel pour garde d'enfants. Et on s'organisait avec les clients pour trouver un équilibre dans ces contraintes multiples qui ont eu lieu sur cette période de confinement et de télétravail assez complexe. Voilà. Planté à la fois comme décor sur comment vous gérez au quotidien et puis comment vous avez pu, sur cette période particulière du Covid, être encore plus attentif à l'écoute. Moi, ce qui m'a interpellée quand je vous ai eu au téléphone la première fois, je me suis dit, zut alors, comment se fait-il que sur des sujets quand même pas faciles, les collaborateurs de Rexia, notamment les collaborateurs hommes, aient pu venir vous dire, écoute, moi, tu sais, voilà, ma femme, elle aurait besoin de travailler, je suis sur une mission super intéressante, mais j'aimerais bien être au chômage partiel, est-ce que tu es d'accord? Ça veut dire qu'il y a donc cette bienveillance, cette liberté de parole, cette circulation de l'information, ce qui, pour moi, est gage d'une politique diversité à la fois affirmée et relayée de longue date. Comment est-ce que vous avez pu faire pour créer ce climat et pour que ce soit durablement implanté dans votre entreprise? Alors, clairement, au départ, c'est une volonté des différents fondateurs d'entreprises qui sont associés dans ce projet et dont ces valeurs étaient partagées. Il y a une vraie, en fait, Rexia met très en avant ces valeurs, dont une en particulier, par exemple, qui est le respect, le travail. Alors, on a 3 valeurs phares chez Rexia: la satisfaction client, qui elle est plutôt externe. On a 2 valeurs internes. Alors, elles se reproduisent à l'externe, qui sont le respect sous toutes ses formes et le travail en équipe.
le travail en équipe et le respect, en fait, nous amènent forcément à se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour qu'une équipe fonctionne, y compris lorsqu'il y a des contraintes différentes liées, par exemple, au sexe de l'individu. Donc, très rapidement, nous, Rexia étant basé sur ces valeurs, je pense que on a certainement induit un biais déjà pour que les gens qui étaient retenus pour rentrer chez nous étaient bien des gens qui correspondaient à nos valeurs. Parce que, je ne l'ai pas précisé, mais dans notre recrutement, bien entendu, comme toute société comme la nôtre, on recrute sur des besoins clients, puisqu'on n'est pas assez grand, je dirais, pour pouvoir recruter sur profil aujourd'hui. Donc, on recrute sur des besoins clients. Par contre, on ne recrute pas quelqu'un qui ne correspond pas à notre projet de société. Donc, la compétence technique n'est pas suffisante, en fait. On essaie d'évaluer des personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent le projet d'entreprise, qui ont envie de s'impliquer là-dessus. Donc, peut-être que ça a facilité la suite. Mais en tout cas, on s'est très vite aperçu que le fait de le porter au niveau de la direction n'était pas suffisant. C'est-à-dire que c'est bien d'être engagé d'un point de vue direction sur ces aspects-là, mais si c'est pas relié par nos managers intermédiaires et même par nos salariés, ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, très rapidement, en fait, on a mis en place tout un fonctionnement et un relais de notre engagement et de notre politique diversité dans les mains de nos salariés. Donc, au départ, porté par des salariés qui étaient simplement mobilisés et intéressés par le projet. Et puis, lorsque l'entreprise a grandi et qu'elle a vu apparaître, en fait, des délégués CSE, les délégués CSE se sont également emparés du sujet et font attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive et du coup à nous remonter les dérives éventuelles. Et je vais l'exprimer parce que vous m'aviez dit que c'était quelque chose qui était surprenant. Nous, ça nous surprend plus en fait, mais on a eu par exemple un cas de sexisme ordinaire en fait qui nous a été remonté par nos CSE. Qui sont venus nous voir en nous disant ben voilà, on a assisté à un cas de sexisme ordinaire qui a mis mal à l'aise la personne, qui s'est retrouvée en difficulté, qui n'a pas su l'exprimer et sur lequel nous on tient à ce que ça fonctionne. C'est un signal faible, non pas dans le sens où c'est pas important, on est bien d'accord. C'est un signal faible parce que habituellement ça ne remonte pas aussi rapidement auprès de nous. Sauf que justement, comme on a mis en place toute cette liberté de parole, cette vigilance auprès des salariés et auprès des CSE, c'est remonté très rapidement. Une des principales questions des salariés qui ont intégré notre entreprise au tout début et donc qui étaient là quand on était à peine 8, 10, 15, c'était de savoir justement si en grandissant, nos valeurs importantes de préoccupation sur la diversité n'allaient pas disparaître. Et ma réponse avait été de dire, c'est vous qui êtes les garants de ça. Moi, je suis le garant de vouloir le maintenir et de le porter. Mais si je n'ai pas, en fait, en grandissant, on a forcément une organisation qui se complexifie. Et si il y a que vous qui pouvez être vigilant, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive et pouvez nous remonter ce qui pourrait se passer et qu'on peut traiter après assez facilement pour justement éviter que ça se produise. Parce que pour être très clair, hein, le cas de sexisme ordinaire la personne n'avait même pas eu conscience de l'avoir fait. Pour revenir sur d'autres aspects expliqués par Yasmina. Donc c'est important pour nous justement que ça remonte. On traite ça de façon très directe. On va voir la personne, on l'exprime, etc. Et on traite ça aussi à travers, par exemple, dès que ça sera possible, on va mettre en place une sensibilisation et une formation de l'ensemble de nos salariés sur ce sexisme ordinaire, pour que justement tout le monde prenne conscience que parfois on peut faire ce genre de choses sans pouvoir volontairement sans être quelqu'un qui est profondément sexiste et qui a la volonté de blesser quelqu'un. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important et nos CSE aujourd'hui sont complètement impliqués. On a ce sujet systématiquement en début de réunion CSE. On a une réunion mensuelle, comme le dit la loi, mais pas seulement. C'est le minimum qu'on fait. Et en début de réunion mensuelle avec nos CSE, on traite systématiquement le fait de savoir les points positifs et les points négatifs, et dans les points négatifs, justement, s'il y en a des problèmes de positionnement ou de comportement contradictoire par rapport à cette politique de diversité. Alors, je dirais quand même là-dessus, c'est un engagement dans la durée et dans la continuité. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, en fait, je pensais naïvement au départ que le simple fait que la direction était convaincue, qu'on le portait et qu'on le défendait haut et fort dans l'entreprise,
qu'on avait en plus recruté des gens qui étaient plutôt en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, avec notre façon de voir les choses, etc., que finalement, c'est quelque chose qui serait assez facile à maintenir et à mettre en place dans le temps. Et force est de constater que non, c'est pas le cas. En fait, si ça doit être, alors je vais le dire comme ça, mais défendu en permanence. On a sans cesse des dérives involontaires. J'ai bien aimé le discours d'Yasmina finalement sur ces injonctions contraires dans une entreprise qui font qu'à un moment donné, je vais avoir un CV discriminé parce que la personne, on lui a demandé quelqu'un qui avait un peu d'expérience et plutôt de regarder l'expérience professionnelle, donc la compétence, va voir son âge et va dire ah bah non, il est trop jeune, donc je le prends pas. On va avoir un client qui aura exprimé qu'il préférait avoir un homme parce que c'est un service de maintenance et en fait on a une femme qui est tout à fait capable de faire et qui est motivée sur ce sujet. Et plutôt que de lui proposer, en fait, il va l'écarter naturellement parce qu'il a cette injonction client dans la tête. Et alors que lui n'aurait pas forcément écarté un profil féminin, mais simplement de par la demande de son client, on va l'écarter. On a des cas de discrimination sur des trous dans les CV. Aujourd'hui, vous savez, si vous avez 1 an de trous dans votre CV, si vous dites que vous êtes parti faire le tour du monde, même si c'est pas vrai, ça a un super aura. Alors que si vous avez eu des difficultés à trouver du travail pendant 1 an, tout le monde vous en veut et c'est un vrai souci. Et nous, on rappelle qu'on travaille sur les compétences et les compétences, elles disparaissent pas pendant 1 an, même si vous êtes parti faire autre chose. Donc ou même si vous avez des difficultés à trouver de l'emploi pendant 1 an. Et c'est quelque chose où en fait il faut lutter en permanence contre ça. Et du coup, on mobilise complètement les membres du CSE là-dessus et nos salariés. Et aujourd'hui, on a des remontées, alors pas permanentes, mais fréquentes de points d'attention, de rappels, de choses à faire. Et c'est très très bien parce que on peut parfois, nous, en étant un peu plus éloignés, penser que tout marche bien et en fait, c'est pas le cas. Merci Eric, merci. On va un tout petit peu avancer. En tous les cas, ce que je retiens d'ores et déjà de votre propos, et c'est super, c'est que tout ce que vous aviez planté sur ces longues années, toutes les politiques et tout le travail que vous aviez pu avoir avec vos différentes parties prenantes, vous permis d'aborder la période du Covid avec des atouts et vous ont permis de garder à l'œil la diversité durant la période, vous ont permis de continuer à être à l'écoute de vos salariés et ça c'est extrêmement positif. Vous avez parlé beaucoup de formation aussi. Je sais que Victor voulait lui aussi revenir sur la formation et notamment sur la formation des managers au télétravail et à l'attention toute spécifique qu'il fallait porter lors du télétravail aux équilibres personnels, vie professionnelle, vie personnelle et en particulier aux équilibres femmes-hommes. Du coup, ça me réamène vers Yamina, ça me réamène sur, bien évidemment, la façon de mettre en œuvre les politiques diversité, ça me réamène vers la formation, puisqu'on sait que c'est quand même un des points durs pour changer les comportements et pour faire en sorte que, quels que soient les aléas de santé et les aléas économiques, la diversité puisse être au cœur du réacteur et puisse continuer à exister au sein de nos entreprises. Donc, Yamina, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi les sciences sociales peuvent nous aider, peuvent nous accompagner à aller plus loin en matière de diversité? La recherche nous permet d'avancer, de progresser sur 3 grands volets, je dirais. Le premier volet, c'est bien celui de la manière dont on va construire une politique de diversité ou la faire vivre. Et là, la sociologie politique, la sociologie de l'action publique peut nous permettre d'accompagner de manière opérationnelle les acteurs en charge de la création de ces entreprises. Et ceci à plusieurs titres. Je vais essayer d'être concise. D'abord, la recherche propose une manière d'analyser le besoin social. Et ça permet véritablement de dépasser l'analyse de la demande, qui n'est pas véritablement toujours le besoin réel. Et là aussi, il y a parfois une confusion sur le terrain parce que, par exemple, si des femmes demandent de l'accès à des postes de direction au sein d'une entreprise,
cette demande est réelle, mais le besoin réel derrière cette demande est bien la création d'une politique d'emploi qui leur permettrait une reconnaissance de leurs compétences sur le long terme, une reconnaissance de leur expérience, une égale répartition des tâches stratégiques au travail, etc. Deuxième volet, et là, le schéma j'aimerais vous montrer un petit schéma, je ne sais pas si on aura le temps, mais le schéma de Soren, qui est vraiment un schéma qui nous permet de comprendre en réalité que la création d'une action de politique de diversité ou un programme d'action de diversité nécessite de se situer dans une approche dite de continuum, qui permet de voir que chaque phase de la conception, en passant par la mise en œuvre, aux impacts sont entremêlés. D'accord ? Là, le schéma le montre bien, il y a bien des liens continus dans ce processus. Et en réalité, dans le terrain et dans l'expérience des acteurs, des responsables de diversité, de chargés de mission, lutte contre les discriminations en handicap, souvent l'action est pensée comme quelque chose de linéaire. On va commencer à un point A et on va arriver à un point B. En réalité, il faut penser tout ceci dans l'idée d'un cycle réel. Parce que, pourquoi ? Ça permet de résoudre d'abord les problématiques réelles dans le quotidien de ceux qui font la politique et ceux qui l'appliquent. Parfois, il y a un vrai décalage entre le niveau des décisionnaires et le niveau, je dirais, d'acteurs sur le terrain. Et cela permet de prendre en compte véritablement les agents de proximité, ceux qui ont la clé pour ajuster rapidement une politique d'action qui ne fonctionnerait pas et qui ne répond pas aux besoins sociaux analysés au départ. Troisième élément important, ces dernières années, on a vu émerger l'évaluation des impacts, notamment la méthode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà activé cette méthode, c'est la mesure d'impact social, la MIS, qui n'est entre autres en réalité qu'une enquête sociologique fondée sur des indicateurs et des critères d'évaluation pour anticiper les effets et permettre ainsi une réflexion raisonnée sur les conséquences espérées ou non escomptées sur le court, moyen terme. Voilà. Et donc, il est primordial en réalité d'associer une démarche d'évaluation dès la création d'une politique pour qu'elle trouve une cohérence dans la durée. Deuxième volet, c'est bien la sociologie du travail, la sociologie des organisations, la sociologie du management, du recrutement, qui sont des véritables ressources pour le niveau de la formation. La promotion d'égalité est encore depuis 10 ans sur un niveau de formation qui reste au niveau de la sensibilisation, connaître le droit, se protéger, ne pas faire, déconstruire ses stéréotypes. Donc, en rapport avec la sanction, la morale, ce qui a été urgent il y a une quinzaine d'années, ce qui a été nécessaire, c'est un acquis essentiel, mais malheureusement, réellement pas suffisant aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à aller beaucoup plus loin et intégrer en fait la formation de l'égalité comme une compétence managériale, une soft skill rare de pouvoir intégrer et gérer des équipes diverses. Donc, comprendre les enjeux des sentiments de discrimination comme vient de le dire le directeur de Rexia, c'est fortement en fait permettre d'éviter énormément de ressentiments, de baisse de motivation, d'absentéisme au travail. Ce n'est pas toujours intégré en réalité. Cette formation n'est réellement pas toujours intégrée à une formation des managers, alors que la gestion de la diversité n'est pas une compétence que l'on acquiert facilement en une formation de tronc commun de 3 à 6 jours, mais c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps parce qu'il faut avoir une capacité d'analyse, une capacité à problématiser en fait la situation pour reconstruire des bonnes représentations pour le collectif et ainsi avoir une dynamique sereine pour l'équipe en termes de processus. Donc, on est là sur une possibilité de progresser en termes de contenu à partager au niveau des collaborateurs. Et donc là, on a énormément de choses. Je n'ai pas le temps d'aller un peu plus loin, mais par exemple, sur la question de savoir si on est plutôt sur des actions qui prônent et qui valorisent l'égalité des chances ou plutôt sur des actions qui valorisent l'égalité des places. Ce sont deux grands modèles de justice sociale qui permettent de résoudre des dilemmes qui sont ressentis sur le terrain, mais on n'est pas sur les mêmes conséquences sociales si on applique l'égalité des chances et l'égalité des places. Et là encore, les acteurs ont besoin de se former sur ce volet-là. Et enfin, troisième volet, je terminerai rapidement, la recherche en réalité. La recherche nous permet d'avoir une véritable avancée en termes pédagogiques, notamment en termes de méthodes de formation. Et là, la gamification
Et là, j'aimerais vous montrer rapidement ce qui est possible de faire en termes de formation. Voilà. La gamification est de plus en plus présente dans certains domaines. Le jeu, hein. Ici, la méthode Montessori appliquée au niveau des adultes, au niveau des managers, hein, et des collaborateurs permet d'abord d'outiller les acteurs pour animer des sujets sensibles. On ne sait jamais par quel bout prendre, attaquer le sujet, notamment sur les questions de religion, l'ethnicité, l'orientation sexuelle, hein. D'autre part, cela permet à tous les acteurs d'être sur un même pied d'égalité. Le jeu permet de mettre à la fois le dirigeant, l'employé, le manager autour de la table. Quelque chose qui a été aussi dit par la précédente intervention, c'est vraiment de laisser place à l'empathie sur ces questions-là. Donc, permettre à chacun de prendre la parole et de savoir l'exprimer. Et là, le jeu est une véritable solution extrêmement efficace. Et enfin, de laisser place à la créativité. Parce que c'est aussi penser des actions pour demain et des solutions concrètes et envisageables. Une fois qu'on a diagnostiqué le problème et, par exemple, le sexisme ordinaire, une fois que notre collaborateur nous dit « bon, voilà, j'ai été victime de sexisme ordinaire ou j'ai été victime de discrimination liée à mon origine, etc. » Quelles solutions collectivement, parce que c'est un problème collectif et pas un problème individuel, nous pouvons trouver. Et là, le jeu permet de rompre l'isolement, enfin, dans lequel certains services égalité, diversité, mission handicap peuvent se trouver, même si parfois il est difficile d'accéder au comité de direction, etc. Certains services peuvent se sentir isolés. Et donc, la force du jeu est de permettre le travail en transversalité et donc de mobiliser les services de l'économie, les services de la culture, les services finances, etc. sur ces questions-là, puisque c'est un problème transversal qui concerne toute l'entreprise. Voilà comment la science peut nous aider. Voilà, à travers la question de l'analyse du besoin, la question du contenu de formation, il y a énormément de choses à faire en termes de contenu de formation encore, et enfin au niveau pédagogique pour donner les compétences nécessaires aux managers. Voilà. Voilà, alors on est un tout petit peu beaucoup en retard, malgré l'absence d'un de nos invités. Si on se repose sur ce qu'on s'est dit sur Covid, on a des choses extrêmement positives, hein, puisque la diversité a tenu bon. Et on a aussi des outils, hein, et ça c'est vraiment, je pense, la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'outils qui vont nous permettre, notamment les sciences sociales, de continuer. On avait quelques questions, j'en ai trois là que j'ai repérées au passage. Si vous avez encore tous les deux 5 minutes, je pense que ce serait intéressant que l'on puisse vous entendre. Donc j'avais une première question qui avait trait au CV anonyme et aux statistiques ethniques, hein, qui sont vraiment des débats en ce moment qui agitent le monde professionnel. Est-ce que l'un et l'autre, hein, vous, Yamina, avec votre regard de chercheur, et vous, Eric, avec votre professionnel, hein, puisque vous nous avez dit que tout à l'heure, vis-à-vis de vos clients, vous étiez sur l'anonymisation des CV. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses? Je vais commencer par une analyse scientifique de ces problèmes-là et peut-être après justement avoir votre parole sur la vision du terrain. C'est extrêmement intéressant, ces questions, elles sont au cœur du débat. Premièrement, la question du CV anonyme, c'est extrêmement intéressant puisque on a vu en réalité que l'application du CV anonyme permettait de laisser la porte ouverte, en tout cas de permettre une plus grande diversification des profils de candidats qui pourraient venir à la première étape à l'entretien. Malheureusement, on remarque que l'effet positif de ce CV anonyme ne peut pas se faire à l'étape de l'entretien puisque les critères visibles, en tout cas les marqueurs ethniques ou les marqueurs genrés ou autres, sont visibles à l'étape de l'entretien. Et donc, ça ne permet pas de résoudre le problème jusqu'à la fin. Le deuxième élément qui est important dans le CV anonyme, c'est que lorsqu'on reçoit un CV sans par exemple, adresse ou sans contextualisation, signe qui nous permettrait de comprendre des éléments ou d'interpréter des éléments de difficulté
que pourrait connaître le candidat, notamment les jeunes issus des quartiers politiques de la ville, quand ils ont des difficultés à trouver des stages, des difficultés à trouver un premier emploi, etc. Le recruteur ne peut pas faire preuve d'empathie. Et donc, parfois, ça a un effet un peu contre-productif en réalité. Sur les statistiques ethniques, également une question très intéressante. Les statistiques ethniques, moi je les ai analysées de manière très près aux Pays-Bas. Justement, quand je vous parlais de quotas invisibles, c'est qu'on voit qu'au niveau local en France, il existe aussi des possibilités de faire du comptage de certains profils pour savoir si on peut plus diversifier nos équipes ou comment on pourrait mieux diversifier les équipes. Là, ce qu'on observe sur les statistiques ethniques, intéressant, aussi un élément très positif, on arrive à objectiver de manière chiffrée la situation d'inégalité, de répartition, la segmentation de certains secteurs de travail. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est que ça ne résout en rien la question des inégalités de traitement au cœur de l'évolution de carrière, par exemple, ou à l'accès, par exemple, à la formation, à l'accès aux tâches stratégiques. Ce n'est pas parce qu'on a plus de diversité à un moment donné de manière chiffrée que l'on va résoudre les problèmes réels qui sont l'expérience de discrimination. Et donc, en comparant les modèles multiculturalistes et universalistes, notre pays français et à celui des Pays-Bas, on observe que la question des statistiques ethniques peut avoir un premier objet, enfin, je veux dire quelque chose de bénéfique au départ, mais qui ne résout en rien la question des inégalités de traitement par la suite. Et donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, et c'est bien là le cœur du débat, ce n'est pas de savoir s'il faut utiliser ou pas les statistiques ethniques, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de son usage en réalité. Qu'est-ce qu'on fait de son usage? Voilà. C'est très intéressant. Alors, Eric, je vous laisse juste parce qu'on fait signe qu'on a vraiment beaucoup débordé. Donc, ce que je vous propose, vous répondez le plus rapidement possible. Et ce que je voudrais dire aussi aux autres personnes qui nous ont posé des questions et qui se disent, zut, on n'aura pas de réponse, ça va se terminer. On répondra par mail et on reviendra vers vous. J'ai bien noté toutes ces questions. Donc, Eric, je vous retends la parole juste pour réagir très rapidement. Alors, nous déjà, simplement en quelques points, au niveau de nos clients, par exemple, pour éviter les discriminations, on envoie ce qu'on appelle ils reçoivent pas de CV, nos clients. En plus, ça serait du délit de marchandage, donc c'est parfait. Ça nous permet de justifier le fait qu'on envoie uniquement des dossiers de compétences. Et nous, ce qu'on demande, c'est que les gens soient jugés sur leurs compétences. Pour ce qui est de la discrimination ethnique, par exemple, moi, j'ai pas de statistiques ethniques. D'ailleurs, je n'ai pas le droit d'en tenir. Donc, soyons très clairs, autant un chercheur comme Yamina peut le faire, autant moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas le droit de le faire et je ne le fais pas. Par contre, nous, par exemple, on a mené une politique volontariste auprès des quartiers défavorisés de la périphérie de lyonnaise, pour aller chercher justement des personnes qui avaient les compétences qu'on recherche, qui sont plus pénuriques, qui cumulent parfois plusieurs discriminations. Pour les citer les plus courantes, être une femme, vivre dans un quartier populaire et être d'origine qui n'est pas française, comme disait Yamina, qui se voit sur le fait qu'on n'est pas française. Et de ce point de vue-là, on a fait une démarche auprès des politiques de la région, des associations qui travaillent avec un premier retour qui n'était pas forcément hyper positif, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, et on a reçu en fait des CV. Enfin non, c'est pas les CV qu'on a reçus qui étaient un problème, c'est que notre demande a été envoyée à tout azimut et non pas de façon ciblée aux gens qui correspondaient à nos besoins. Et du coup, on a eu un retour qui était relativement faible par rapport à ce qu'on cherchait à mettre en place. Par contre, à l'inverse, je dois dire que nos sociétés sont aussi un moyen d'intégration plus simple pour ces personnes discriminées, puisqu'à partir du moment où on a convaincu un client de travailler avec un de nos consultants qui n'aurait pas forcément pris comme ça en premier choix, derrière, toutes ces barrières s'effacent, puisque de toute façon, c'est nous qui l'avons comme salarié et pas lui. Et il n'a pas, on peut lever plus facilement des freins dans les entreprises de ce point de vue-là. Et on a pu comme ça permettre à des personnes qui étaient discriminées de pouvoir intégrer des postes intéressants là-dessus.
Et pour finir, juste une chose, je sais qu'un ingénieur ou une ingénieure venant d'un quartier populaire et ayant eu son diplôme tout aussi bien que n'importe quel autre, mais 6 fois plus de temps à retrouver du travail ou à trouver du travail dans sa partie. Et ça me paraît complètement fou. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup rapproché de ces communes. Voilà. Merci Eric, merci Yamina, merci vraiment pour vos témoignages. On peut être super optimiste hein, si on se posait la question de voilà, est-ce que la diversité entre guillemets peut avoir disparu avec le Covid? Est-ce que les thèmes ont changé? Eh bien non. On se rend compte qu'on est toujours sur les mêmes sujets, l'égalité homme-femme, sur la difficulté à travailler quand on est issu des quartiers. Hein, et toujours, je dirais, sur les mêmes outils que sont la formation, que sont les indicateurs. On a beaucoup parlé de mesures. Tous ces sujets, on va les retrouver tout au long de l'année sur la charte de la diversité. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je vous invite notamment à nous retrouver sur le Tour de France où plusieurs étapes seront consacrées aussi bien au QPV, mais aussi au sujet de formation parce que ça nous paraît extrêmement important. J'en termine là pour aujourd'hui. On est très en retard. Je vous prie de nous excuser pour ce retard, mais je crois qu'il y avait énormément de choses à dire et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.